Personne n'a fait ça depuis 53 ans. Depuis l'amérissage d'Apollo 17 en décembre 1972, aucun être humain n'a quitté l'orbite terrestre pour se rendre sur la Lune. Pas une seule fois. Toute une génération est née, a grandi et a commencé à élever ses propres enfants dans l'intervalle entre cette dernière mission et celle-ci. Et maintenant, dès avril 2026, 4 astronautes vont prendre place à bord d'une capsule de la taille de 2 minivans et la pointer vers la Lune. Leurs noms sont Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. L'une d'entre elles deviendra la première femme à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Une autre première personne de couleur. Un tiers, le premier non-américain. Voici Artemis II, et je vais vous expliquer, étape par étape, ce que ces 4 personnes vont vivre, depuis le moment où elles embarquent jusqu'à celui où elles atteignent l'océan Pacifique 10 jours plus tard. Car la réalité de cette mission est plus sauvage, plus claustrophobe et plus dangereuse que la plupart des gens ne l'imaginent. Commençons par le sol. Jour de lancement. Centre spatial, Kennedy, Floride. L'équipage est en quarantaine depuis plusieurs jours, isolé de ses familles, soumis à des examens médicaux, suivant un programme de sommeil strict et un plan nutritionnel précis au kilo près, pour garantir leur hydratation et leur pleine forme au moment du décollage. Ils ont enfilé les combinaisons de survie de l'équipage d'Orion, des vêtements volumineux et pressurisés, conçus pour les maintenir en vie si la cabine se dépressurise pendant l'ascension. Ce ne sont pas les combinaisons spatiales élégantes que l'on voit dans les films. Ils sont fonctionnels et lourds. Considérez-les comme des canots de sauvetage portables. Ils prennent un ascenseur pour monter dans la tour de lancement du pas de tir 39B, le même complexe de pas de tir qui a lancé les missions Apollo, et ils montent à bord de leur vaisseau spatial. Ils l'ont appelé Intégrité. Elle se trouve au sommet de la fusée la plus puissante, jamais lancée par la NASA, le Space Launch System. Mesurant 322 pieds de haut et pesant 5,75 millions de livres avec tous ses carburants. Pour vous donner une idée, c'est plus haut que la Statue de la Liberté et environ 8 fois plus lourd qu'un Boeing 747 à pleine charge. En dessous, 2 propulseurs d'appoint à propergol solide et 4 moteurs RS-25 sont sur le point de produire une poussée de 8,8 millions de livres, soit 15% de plus que la Saturne V qui a emmené des astronautes sur la Lune pendant le programme Apollo. Les moteurs RS-25 ne sont pas nouveaux. Ce sont des versions évoluées des moteurs qui ont propulsé la navette spatiale pendant 3 décennies, reconstruits et recertifiés pour une fusée pour laquelle ils n'avaient pas été conçus à l'origine. Reed Wiseman est assis sur le siège du commandant. Victor Glover, le pilote, est assis à côté de lui. Koch et Hansen, les 2 spécialistes de la mission, sont derrière eux. 4 adultes dans un habitacle d'environ 330 pieds cubes, ce que la NASA aime comparer à 2 mini-fourgonnettes. Cela représente environ 60% d'espace en plus que celui offert par le module de commande Apollo, à ses équipages de 3 personnes. Mais répartis entre 4 personnes au lieu de 3, le calcul ne semble pas avantageux. Christina Koch avait déclaré un jour qu'elle comptait sur la microgravité pour donner l'impression que l'espace était plus grand une fois en apesanteur. Elle va en avoir besoin. Le compte à rebours atteint 0. Les moteurs RS-25 s'allument en premier, suivis une demi-seconde plus tard par les propulseurs d'appoint à propergol solide. C'est la partie pour laquelle personne ne peut vraiment se préparer. L'ancienne astronaute Wendy Lawrence a décrit la sensation ressentie lors du lancement d'une navette spatiale, comme celle d'avoir quelqu'un assis sur la poitrine. Une force si intense qu'elle ne pouvait pas lever le bras devant son visage. Le SLS est plus puissant que la navette spatiale. L'équipage ressentira une force environ 3 fois supérieure à la gravité, qui le plaquera à son siège, tandis que la fusée s'élèvera à travers l'atmosphère. Leur corps pèse 3 fois plus que d'habitude. Respirer est plus difficile. Déménager est quasiment impossible. Les vibrations générées par ces amplificateurs à compression se transmettent à l'ensemble du véhicule. Des secousses profondes, jusqu'aux os, qui ne cessent pas pendant les 2 premières minutes de vol. Puis les propulseurs s'éteignent et se séparent.
le trajet devient nettement plus fluide. L'étage principal continue de les accélérer et environ 8 minutes après le lancement, les moteurs principaux s'arrêtent. Le silence est soudain. La pression disparaît. Leurs bras se soulèvent de leurs genoux. Les crayons glissent hors des poches. Tout objet non sanglé se soulève doucement de la surface sur laquelle ils reposaient. Ils sont en orbite, autour de la Terre, sur une trajectoire très elliptique. Et pour la première fois, l'équipage d'Artemis II peut regarder par ses hublots et voir la planète en contrebas. Orion possède 4 hublots, petits mais fonctionnels, et depuis leur altitude, la courbure de la Terre est indéniable. La fine ligne bleue de l'atmosphère, à peine visible sur le fond noir de l'espace, est la seule chose qui sépare 8 milliards d'êtres humains du vide. Durant les prochaines heures, la mission entre dans une phase de vérification minutieuse. C'est ici que l'équipage et le centre de contrôle de mission passent en revue chaque système du vaisseau spatial, vérifiant un par un le système de survie, la propulsion, la navigation, les communications et le contrôle thermique, confirmant ainsi que Orion est en assez bon état pour le voyage à venir. Car une fois qu'il s'engage sur la Lune, il n'y a pas de station spatiale à laquelle s'amarrer, pas de véhicule de sauvetage en orbite. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est aussi là qu'Artemis II devient quelque chose de véritablement nouveau. Wiseman et Glover piloteront en réalité Orion manuellement, prenant directement le contrôle du vaisseau spatial pour tester sa maniabilité. Ils effectueront des opérations de proximité, une série de manœuvres utilisant les moteurs des modules de service européens pour démontrer qu'un équipage peut guider précisément ce véhicule à travers les procédures que les futures missions Artemis exigeront, comme l'amarrage à une station lunaire ou le positionnement près de la surface de la Lune. Ce n'est pas le pilotage automatique. Voilà des mains aux commandes, les yeux rivés sur les instruments, prouvant que les humains peuvent faire fonctionner cette machine dans l'espace lointain. Le module de service européen construit par Airbus pour l'Agence spatiale européenne est le véritable pilier de la machinerie spatiale Orion. Il assure la propulsion, l'énergie électrique grâce à ses 4 panneaux solaires, le contrôle thermique et stocke l'eau et les gaz nécessaires à la survie de l'équipage. Sans cela, Orion n'est qu'une capsule. Grâce à lui, Orion est un véhicule spatial capable d'explorer l'espace lointain. Une fois les tests en orbite terrestre terminés, l'équipage se prépare à l'allumage du moteur le plus important de toute la mission. L'injection translunaire. C'est le moment où Orion cesse de tourner autour de la Terre et se dirige vers la Lune. L'étage supérieur du SLS s'allume une dernière fois, accélérant le vaisseau spatial à la vitesse nécessaire pour se libérer de l'emprise gravitationnelle de la Terre et glisser vers la Lune sur une longue trajectoire courbe. Après cette combustion, l'étage supérieur se sépare et Orion se retrouve seul. 4 personnes dans une capsule à environ 240 000 miles de leur destination, propulsées par leur inertie, le module de service européen assurant des corrections de trajectoire en cours de route. Si une catastrophe se produit à partir de maintenant, la trajectoire de retour libre les ramènera sur Terre grâce à la gravité lunaire, la même voie de secours qui a sauvé l'équipage d'Apollo 13 en 1970. Ce n'est pas un plan de secours rassurant. C'est le seul plan de secours. Imaginez maintenant leur quotidien pendant les 4 prochains jours, alors qu'ils dérivent vers le large. La Terre se rétrécit derrière eux. À chaque heure, la maison rétrécit un peu plus dans la fenêtre et le délai de communication avec Houston s'allonge un peu plus. Pas de beaucoup sur cette mission. Environ 1,3 secondes dans chaque sens par rapport à la Lune, mais suffisamment pour que la conversation paraisse légèrement décalée. Vous dites quelque chose, vous attendez, la réponse arrive avec un peu de retard. C'est un petit rappel que vous partez vraiment. La cabine d'Orion a été réaménagée. Couch et Hansen ont rangé les repose-pieds de leur siège et replié une partie du matériel, afin de gagner un maximum d'espace de vie. Les toilettes sont installées sous le plancher, près de la trappe principale, et occupent un volume d'environ 5 pieds cubes. Il y a un rideau pour préserver l'intimité, ce qui est important quand l'un de vos coéquipiers mesure 1,88 m. Et la salle de bain est de la taille d'un placard à manteau. Le système d'évacuation des déchets collecte l'urine et la rejette dans l'espace. Les déchets solides sont placés dans des sacs qui sont scellés et stockés
pour le voyage de retour à domicile. Il n'y a pas de recyclage de l'eau pour cette mission. Le vol est suffisamment court pour qu'ils puissent se permettre de faire simple, mais cela signifie aussi que chaque goutte d'eau qu'ils boivent a été chargée à bord du vaisseau spatial avant le lancement. Les aliments sont conditionnés en sachets. Une petite plaque chauffante les réchauffe et un distributeur d'eau réhydrate les repas lyophilisés. Le menu a été choisi par les astronautes lors de dégustations organisées au laboratoire des systèmes alimentaires spatiaux de la NASA plusieurs mois avant le lancement. Au menu, crevettes, macaronis au fromage et tortillas. Jeremy Hansen, le Canadien de l'équipage, avait emporté des produits de l'érable et des bouchées de saumon de chez lui. La plupart des aliments sont consommés à température ambiante, car le chauffe-plat a une capacité limitée. Imaginez manger des macaronis tièdes dans un sachet en aluminium, flottant dans un tube métallique à 100 000 MHz du restaurant le plus proche. Voilà le déjeuner à bord d'Artemis II. Il n'y a ni frigo, ni four, ni table. Vous pressez les aliments hors d'un sachet. Vous chassez les miettes qui flottent avant qu'elles n'obstruent un filtre à air. Et vous avalez le tout avec de l'eau provenant d'un distributeur sous pression. Le sommeil est géré avec soin. 8 heures sont prévues chaque jour, sauf le premier où le planning est raccourci et où l'équipe se repose par roulement. Ils dorment dans des sacs ressemblant à des hamacs, attachés aux parois de la capsule. Tous les 4 dorment en même temps pendant la majeure partie de la mission. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de porte à fermer, sauf celle des toilettes. Le bourdonnement du système de maintien en vie est constant. Les ventilateurs font circuler l'oxygène, éliminent le dioxyde de carbone et régulent la température de la cabine. Ce n'est pas calme, c'est une machine qui les maintient en vie. Et ça y ressemble. L'exercice est obligatoire, 30 minutes par jour sur un appareil appelé volant d'inertie. Elle est installée sous la trappe latérale et sert également de marchepied à l'équipage pour monter dans la capsule le jour du lancement. Le volant d'inertie fonctionne comme une machine à résistance par câble, permettant des exercices comme les squats et les soulevés de terre, ainsi que des mouvements aérobiques comme l'aviron. Sa charge maximale est de 400 livres, ce qui semble énorme jusqu'à ce qu'on le compare à la Station spatiale internationale, où les astronautes disposent de plusieurs appareils d'exercice pesant collectivement plus de 4000 livres et occupant un volume de 850 pieds cubes. À bord d'Orion, vous recevez un appareil de la taille d'une valise cabine. Pendant 10 jours, cela suffit à ralentir la perte musculaire et osseuse qui commence presque immédiatement en microgravité. Pour les missions de longue durée, ce ne sera pas le cas. L'hygiène est réduite au strict minimum. Il n'y a pas de douche. L'équipe se nettoie avec des lingettes humides, du savon liquide et du shampoing sec. Leurs kits d'hygiène personnelle comprennent des brosses à dents, des rasoirs et une brosse à cheveux. Tout se fait dans un petit espace désigné près des toilettes. Vous vous brossez les dents, avalez le dentifrice ou le recrachez dans une lingette et passez à autre chose. L'intimité est un luxe que ce vaisseau spatial n'offre pas vraiment. Ils communiquent avec la Terre à l'aide de microphones portables, de casques d'écoute et d'un système permettant les appels vidéo avec le centre de contrôle de mission et leur famille. Ils disposent de tablettes et d'ordinateurs portables équipés de procédures et notamment de divertissements qu'ils ont sélectionnés avant le lancement. Personne à la NASA ne révélera le contenu de la playlist, mais je parierais que quelqu'un a mis un film sur les voyages spatiaux. Car les astronautes sont exactement le genre de personnes qui regarderaient un film de l'espace pendant qu'ils sont dans l'espace. Dans 4 jours, la Lune commence à grossir aux fenêtres. Et c'est à ce moment précis que la mission passe d'un test d'ingénierie à quelque chose de profondément humain. Ces 4 personnes verront de leurs propres yeux la face cachée de la Lune. Aucun être humain ne l'a vue depuis 1972. Orion passera à environ 4700 mètres au-delà de la face cachée de la Lune, plus loin de la Terre que n'importe quel engin spatial rudimentaire n'a jamais voyagé. Le précédent record était détenu par Apollo 13 et Artemis II le surpassera. À leur point le plus éloigné, ils se trouveront à plus de 230 000 miles de chez eux. La partie de la Terre visible depuis leur fenêtre sera suffisamment petite pour être couverte par le pouce tendu. Tous ceux qui ont jamais vécu, tous ceux qui ont jamais existé,
obscurci par le bout d'un doigt. Les astronautes d'Apollo 8 ont décrit cette expérience comme la solitude la plus profonde qu'ils aient jamais connue. L'équipage d'Artemis 2 ira encore plus loin. La face cachée de la Lune est géologiquement distincte de la face visible. Elle est plus fortement cratérée, avec une croûte plus épaisse et moins de plaines basaltiques sombres comme celles que l'on voit la nuit. Aucun être humain ne l'a jamais observée à cette distance avec l'ensemble des instruments modernes dont dispose Orion. L'équipage va la photographier, l'étudier et recueillir des données qui alimenteront directement la planification d'Artemis 3 et des missions suivantes. Ils surveilleront également en permanence les niveaux de radiation, car une fois sortis du cocon protecteur du champ magnétique terrestre, les règles changent. Les rayons cosmiques galactiques et les particules énergétiques solaires deviennent de véritables sources de préoccupation. Des menaces invisibles qui traversent les parois du vaisseau spatial et les corps des membres d'équipage. Orion dispose de quelques zones blindées, de soutes de stockage et d'un espace près des toilettes où l'équipage peut s'abriter lors d'un événement de particules solaires. Voilà le plan. Si une importante tempête solaire éclate, pendant qu'ils se trouvent sur la face cachée de la Lune, ils se réfugient près de la salle de bain et attendent que ça passe. L'équipe de météorologie spatiale de la NASA a travaillé sans relâche pour affiner ses prévisions précisément pour ce scénario, car un événement solaire important au mauvais moment pourrait exposer les 4 membres d'équipage à une dose de radiation dangereuse, sans aucun endroit où se mettre à l'abri. Après le survol de la Lune, la gravité fait l'essentiel du travail. Orion passe derrière la Lune, accumule une impulsion gravitationnelle et entame son long voyage de retour vers la Terre. Le voyage de retour prend environ 4 à 5 jours. Durant le voyage de retour, l'équipage continue de surveiller les systèmes, d'effectuer des contrôles médicaux et de documenter son expérience. Ce sont également les premiers humains à fournir un retour d'informations en temps réel sur la façon dont Orion se comporte dans les conditions de l'espace lointain avec des personnes à bord. Des données qu'aucune simulation, ni aucun test sans équipage ne peut reproduire. Quelle est la température ressentie dans la cabine après 5 jours? Est-ce que les sacs de couchage vous maintiennent stable ou est-ce que vous dérivez? Le système d'épuration du dioxyde de carbone permet-il de maintenir un air suffisamment pur pour réfléchir clairement? Ces réponses ne peuvent être obtenues qu'en ayant des humains à l'intérieur de la machine. À mesure que la Terre grossit dans les fenêtres, l'équipage commence à se préparer pour la partie de la mission, qui a généré plus d'anxiété technique que tout autre. Rentrée. Lors du vol sans équipage, Artemis 1 en 2022, la capsule Orion est revenue sur Terre et tout semblait normal de l'extérieur. Le vaisseau spatial a améri sans encombre. La température dans l'habitacle n'a jamais dépassé les limites de conception. De tout point de vue, ce fut un succès. Lorsque les ingénieurs ont inspecté le bouclier thermique par la suite, ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Plus de 100 endroits où le matériau ablatif, une substance appelée avcoate, conçue pour brûler progressivement et emporter la chaleur avec elle, s'était fissuré et détaché en morceaux irréguliers. Non pas l'érosion lisse et contrôlée qu'ils avaient déjà prévue, mais une perte de matière irrégulière et imprévisible. 4 boulons de séparation encastrés dans le bouclier thermique avaient partiellement fondu à travers leur barrière thermique, laissant de profondes entailles au lieu du motif carbonisé attendu. L'enquête a duré près de 2 ans. Ils ont constaté que les gaz générés à l'intérieur de la cuve lors de la rentrée atmosphérique n'avaient aucun moyen de s'échapper assez rapidement. La pression accumulée à l'intérieur du matériau l'a fissuré et des morceaux en ont été arrachés. La cause profonde était liée à la technique de rentrée atmosphérique par rebond utilisée sur Artemis 1, où Orion pénétrait dans l'atmosphère, rebondissait dans l'espace, puis rentrait une seconde fois. Cette pause entre les contacts atmosphériques permet à l'énergie thermique de s'accumuler à l'intérieur du matériau de protection, sans lui permettre de s'ablater correctement. Les gaz se sont formés, la pression a augmenté et le bouclier s'est fracturé. Les installations d'essai de la NASA ne l'avaient pas détecté auparavant, car leurs tests au sol utilisaient des taux de chauffage plus élevés que ceux que le vaisseau spatial a réellement subis en vol. Et à ces taux plus élevés, le matériau s'est comporté comme prévu.
C'est le chauffage modéré et prolongé du puits abandonné, qui a fini par le rompre. Pour Artemis II, la NASA a pris une décision cruciale. Ils ont conservé le même matériau de protection thermique AVCO. Ils ne l'ont pas redessiné. Au lieu de cela, ils ont changé de trajectoire. Orion entrera dans l'atmosphère par une trajectoire plus abrupte et plus directe, sans saut. Une descente continue de 40 000 km/h jusqu'à l'amérissage. Cela réduit le temps que le bouclier passe dans la zone de température qui a provoqué les fissures sur Artemis I. En contrepartie, les forces de décélération subies par l'équipage sont plus élevées. Une entrée plus abrupte signifie un ralentissement plus rapide, ce qui signifie que les forces G plaqueront davantage les astronautes contre leur siège durant ces dernières minutes violentes. Et « violent » est le mot juste. Orion atteindra le sommet de l'atmosphère terrestre à environ 40 000 km/h. C'est Mach 32. 32 fois la vitesse du son. À cette vitesse, les molécules d'air se compriment si violemment devant la capsule qu'elles forment une gaine de plasma surchauffé, atteignant 2760 degrés Celsius. Cela représente environ la moitié de la température de la surface du Soleil. L'AVCO est censé absorber cette chaleur et se consumer de manière contrôlée, emportant avec lui l'énergie thermique. Quelques centimètres de silice enrobé de résine séparent l'équipage de l'incinération. De l'autre côté de cette couche de matériaux, les astronautes sont censés bénéficier d'une température confortable dans la cabine. C'est la marge de manœuvre dont ils disposent. À l'intérieur de la capsule, les astronautes sentent les forces s'accumuler. D'abord une légère traction, puis une poussée régulière, puis un poids écrasant. À mesure que la décélération augmente, leur corps devient de plus en plus lourd. Respirer demande un effort. Les vitres s'illuminent d'abord en orange, puis en blanc, tandis que le plasma enveloppe la capsule. Les communications sont brièvement interrompues, car cette enveloppe de gaz ionisé bloque les signaux radio. Pendant quelques minutes, l'équipage d'Artemis II se retrouve complètement seul. Aucune voix de Houston, aucune télémétrie, juste de la chaleur, de la pression et le bruit d'un vaisseau spatial filant à travers l'atmosphère, à une vitesse à laquelle aucun être humain n'a jamais survécu. Lorsque la capsule ralentit en dessous des vitesses supersoniques, les parachutes de freinage se déploient, ramenant le vaisseau spatial dans une attitude de descente plus stable. Puis 3 immenses jets principaux s'ouvrent au-dessus de l'océan Pacifique, près de San Diego. La capsule se balance sous eux, descendant vers l'eau. L'atterrissage est brutal, pas doux. La capsule heurte la surface de l'océan et flotte au gré des vagues, tandis qu'une équipe de récupération de la marine américaine, à bord d'un navire de transport amphibie de classe San Antonio, intervient pour sécuriser le véhicule et extraire l'équipage. Les plongeurs entrent dans l'eau, fixent des colliers de flottaison et des lignes de remorquage, et la capsule est hissée à bord. La trappe s'ouvre. 4 personnes respirent de l'air extérieur pour la première fois en 10 jours. Leurs jambes seront faibles. Leur sens de l'équilibre sera perturbé après 10 jours en microgravité. Même se tenir debout exige de la concentration, le temps que leurs oreilles internes se recalibrent dans un monde où le fait d'être descendu a de nouveau une signification. 685 000 mètres. Le voyage le plus long effectué par des êtres humains depuis plus d'un demi-siècle. Et tout cela à l'intérieur d'une capsule que Christina Koch a comparée à un monospace. Cette comparaison a quelque chose de presque absurde. Et je pense que cela résume bien la mission. Nous envoyons 4 personnes plus loin de la Terre que n'importe quel être humain vivant ne l'a jamais été. Et ils y parviennent dans un espace de la taille d'une voiture familiale. Ils mangeront des crevettes réhydratées en sachet. Ils dormiront attachés à un mur. Ils feront de l'exercice avec un simple élastique de résistance fixé au sol. Ils se nettoieront avec des lingettes humides. Et ils contempleront par leurs fenêtres la face cachée de la Lune, la Terre entière réduite à un point bleu. Et ils sauront que la seule chose qui les ramènera chez eux est un bouclier thermique qui s'est fissuré lors de sa dernière utilisation. Ce n'est pas un échec d'ingénierie. Voilà la réalité de ce que signifie explorer. Nous ne allons pas sur la Lune parce que c'est sans danger. Nous ne l'avons jamais fait. Apollo 13 l'a prouvé.
La Columbia et Challenger le prouvent de la manière la plus douloureuse qui soit. Chaque mission rudimentaire, au-delà de l'orbite terrestre, est un pari calculé, analysé de manière exhaustive, planifié avec méticulosité, sur la solidité de l'ingénierie, l'exactitude des calculs et le comportement des matériaux conformément au modèle. Artemis II. C'est ce pari fait en pleine connaissance de cause de ce qui a mal tourné la dernière fois et avec la conviction que la solution est suffisamment bonne. 4 personnes y jouent à leur vie. Et franchement, ils le savent mieux que quiconque. Ils ont vu les photos du bouclier thermique fissuré. Ils ont assisté aux réunions d'information. Ils ont posé les questions difficiles. Et ils ont décidé d'y aller quand même. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ils s'attacheront, sentiront les moteurs s'allumer sous eux et quitteront la Terre pour 10 jours. À leur retour, si le bouclier tient bon, si les parachutes se déploient, si l'océan les réceptionne correctement, ils auront ouvert une porte restée fermée depuis 1972. Pas la porte de la Lune. Nous l'avons ouvert il y a longtemps. La porte du retour. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.